Bonjour, nous commençons aujourd'hui une série de leçons sur les modèles d'écoulement hydraulique et nous allons commencer par le modèle le plus simple, le modèle de référence qui est celui de l'écoulement uniforme. C'est ce genre d'écoulement qu'on va trouver par exemple dans les canaux d'irrigation. Nous allons d'abord définir l'écoulement, ensuite nous établirons l'équation qui permet de le calculer. Nous aurons quelques mots sur la notion de rugosité, qui est un élément important pour définir la profondeur de l'eau. Et nous aurons ensuite deux types de calculs. D'une part, calculer le débit quand on connaît la profondeur d'eau, et d'autre part, calculer la profondeur d'eau quand on connaît le débit dans la rivière ou le canal. Commençons par définir l'écoulement uniforme. En fait, si on se trouve devant une rivière naturelle, vous avez ici un exemple d'une rivière au Bénin, représentée par un ensemble de sections transversales, et on peut dessiner la ligne d'eau, c'est-à-dire la coupe à travers la surface libre, et la ligne de fond, la ligne qui représente le lit de la rivière, plus spécifiquement le Talouec. Et au fond, la question que nous nous posons, la question générale, c'est justement de définir la ligne d'eau en fonction de tous les autres paramètres dans le canal ou dans la rivière. Pour cela, on va d'abord utiliser le modèle le plus simple, celui de l'écoulement uniforme. Quelles sont les hypothèses de cet écoulement? Nous dirons que l'écoulement est permanent, donc il ne varie pas dans le temps. Nous dirons également que le débit est constant le long du cours d'eau, la dérivée en x aussi est égale à 0. Et nous ajouterons, et ça c'est plus spécifique à l'écoulement uniforme, que la profondeur d'eau est la même partout, mais aussi que l'air mouillé et le périmètre mouillé sont constants d'une section à l'autre, si bien que la vitesse moyenne, qui est le rapport entre le débit et l'air mouillé, elle aussi, cette vitesse moyenne est constante d'une section à l'autre. En fait, cette définition explicite induit de manière automatique deux hypothèses implicites. D'une part, pour qu'il soit possible d'avoir en même temps la profondeur de l'eau constante, l'air mouillé, le périmètre mouillé et la vitesse moyenne constants, il faut que le lit soit prismatique et il faut que l'écoulement soit parallèle. Alors, est-ce qu'une hypothèse de profondeur d'eau constante et de lit prismatique est une hypothèse réaliste? En fait, si on revient à un cours d'eau naturel, on voit bien entendu que ce cours d'eau n'est pas prismatique, les sections ne sont pas toutes les mêmes, et on voit que la profondeur d'eau est variable. Si par contre, on regarde un canal de navigation, en général le fond du canal est horizontal entre différentes écluses, mais par contre la profondeur d'eau, elle, n'est pas horizontale, sinon il n'y aurait aucun mouvement dans le canal, il n'y aurait pas de débit. Et donc nous nous trouvons dans un cas où une partie de l'hypothèse est représentée, mais pas l'autre. Si par contre on prend un canal d'irrigation, là les deux sont possibles, le lit est prismatique, on reproduit indéfiniment la même section, et la profondeur d'eau, il vaut mieux qu'elle soit constante, de façon à éviter débordement ou assèchement du canal d'irrigation. Nous disons que l'écoulement est parallèle. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Rappelons d'abord ce qui se passe dans un écoulement en charge, un écoulement en conduite. Nous avons le niveau de l'eau et ce niveau représente en fait l'énergie potentielle. Si l'eau se trouve placée plus haut, elle a plus d'énergie que si elle se trouve placée plus bas. Si on ajoute la pression exprimée sous la forme d'une colonne d'eau, c'est-à-dire on divise P par gamma, gamma le poids volumique de l'eau, on obtient alors ce qu'on appelle la ligne piézométrique ou le niveau piézométrique,
Et si on ajoute encore l'énergie cinétique, V carré sur 2G, multiplié par un coefficient alpha qui tient compte du fait que V carré sur 2G moyen n'est pas égal à V moyen carré sur 2G, on obtient l'énergie totale, ce qu'on va appeler la charge, et donc la ligne de charge. Et cette charge, on en perd une partie à cause de l'écoulement, qui constitue alors la perte de charge. Et l'équation de Bernoulli nous dit simplement que l'énergie totale, donc la somme des trois énergies potentielles, pression, cinétique, dans la section 1, est égale à l'énergie totale dans la section 2, plus la perte de charge entre la section 1 et la section 2. Comment généraliser ce raisonnement à un écoulement à surface libre? En fait, tout simplement, c'est la ligne d'eau qui va représenter le niveau piézométrique, et nous pouvons donc remplacer la somme Z plus P sur gamma directement par Z, le niveau de la surface de l'eau. Dans ces conditions, l'énergie se simplifie, l'expression de l'énergie se simplifie, et l'équation de Bernoulli peut s'écrire simplement sous la forme Z plus alpha V carré sur 2G, section 1, égale la même chose section 2, plus la perte de charge entre 1 et 2. Regardons plus précisément deux de nos hypothèses. On dit que la profondeur d'eau est constante partout, et on dit que la vitesse moyenne également est constante. Ça veut dire que si on dessine un tel écoulement, comme la profondeur est constante et que la vitesse est constante, finalement la ligne brune, la ligne bleue de l'eau, la ligne rouge, le niveau d'énergie, la ligne de charge, sont parallèles. Ça veut dire que si S0 est la pente de fond, S0 qui est le sinus de l'angle φ, nous aurons que SW la pente de la ligne d'eau et SF la pente de la ligne d'énergie, finalement la perte d'énergie par unité de longueur, que ces trois pentes sont égales entre elles. Posons-nous maintenant la question: comment peut-on représenter l'écoulement uniforme? Comment peut-on écrire des équations qui représentent cet écoulement? En fait, l'idée de départ est la suivante. Si la profondeur d'eau est constante et que la vitesse moyenne est constante, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération et pas de décélération du mouvement. Et donc, ça veut dire que toutes les forces qui s'exercent sur le milieu liquide sont en équilibre. Et donc la question que nous allons vous poser, on a ici un volume de contrôle et on va s'interroger via un quiz sur l'ensemble des forces qui règnent sur ce volume de contrôle. Je vous laisse réfléchir et je vous retrouve pour la suite de cette leçon après ce moment de réflexion. À tout de suite.